7 octobre 1849, un homme en état d'ébriété avancée est retrouvé gisant dans le caniveau à l'extérieur d'un pub de Baltimore. Comme il est de coutume avec les hommes en état d'ébriété dans les caniveaux, cet homme n'avait rien d'impressionnant. En d'autres termes, il aurait pu être n'importe quel ivrogne dans n'importe quel caniveau, presque n'importe où dans le monde. Mais cet homme n'était pas n'importe qui, c'était Edgar Allan Poe, l'un des plus grands écrivains de tous les temps. La façon dont il s'est retrouvé dans ce caniveau en 1849 reste l'un des plus grands mystères de l'histoire de la littérature. Je sais ce que vous pensez. N'est-ce pas assez évident de savoir comment un homme extrêmement ivre a fini dans un caniveau à l'extérieur d'un pub? Mais soyez indulgents, car cette intrigue concerne Poe. Il a été emmené au Washington Medical Center pour y être soigné, et c'est là que quelque chose d'étrange s'est produit, ou plutôt ne s'est pas produit. Vu l'état dans lequel il se trouvait, tout le monde a supposé que Poe était complètement ivre. Mais même l'homme le plus ivre se dégrise tôt ou tard, alors que Poe est resté dans le même état délirant et incohérent pendant 4 jours d'affilée. Puis il est mort. De la vie générale, c'est une mort étrange, d'autant plus qu'il n'avait que 40 ans à l'époque. Mais les choses allèrent devenir encore plus étranges, car il s'est avéré que Poe avait disparu pendant près d'1 semaine avant d'être retrouvé dans ce caniveau, et, à ce jour, nous n'avons aucune idée de l'endroit où il s'est rendu, ni de ce qu'il a fait entre-temps. Il semble avoir disparu de la surface de la Terre, pour réapparaître à moitié fou et mourir quelques jours plus tard. Il est difficile de ne pas remarquer l'ironie de la mort mystérieuse de Poe, qui semble tout droit sortie de l'une de ses propres histoires. Il existe d'ailleurs des théories vraiment farfelues sur ce qui lui est arrivé. Mais avant d'évoquer la mort de Poe, nous devrions probablement parler de sa vie, car ce fut une vie exceptionnelle. La plupart des gens considèrent Edgar Allan Poe comme un auteur de romans d'horreur, mais la vérité est qu'il était bien plus que cela. Il a inventé à lui seul le roman policier, a été l'un des fondateurs de la science-fiction aux côtés d'auteurs comme Mary Shelley et Jules Verne, et a été l'un des premiers à explorer l'art de la nouvelle. On a aussi largement oublié qu'avant de se lancer dans la narration, Poe avait eu une carrière militaire extrêmement prometteuse, et qu'il aurait pu atteindre le sommet s'il ne s'était pas volontairement fait passer en cour martiale. Il était également un peu polymathe, et, bien qu'il n'ait jamais reçu de formation scientifique officielle, il a utilisé le pouvoir de son imagination franchement effrayante pour prédire l'origine de l'univers et l'existence des trous noirs plusieurs décennies avant que les scientifiques actuels n'y parviennent. Et puis il y a ce qui est probablement mon histoire préférée à propos d'Edgar Allan Poe. Une histoire qui, comme il se doit, vient d'outre-tombe. Je ne veux pas la spoiler, mais disons qu'elle implique une prédiction accidentelle si spectaculaire que certains croient sincèrement que Poe aurait pu être un voyageur du temps. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous donnerai tous les détails, et croyez-moi, cela en vaut la peine. Mais pour l'instant, sans plus attendre, voici l'histoire remarquable, incroyable, presque inimaginable de la vie d'Edgar Allan Poe. Edgar Poe est né le 19 janvier 1849 à Boston, dans le Massachusetts. Les débuts du petit Edgar ne sont pas brillants. Son père quitte la maison familiale pour ne plus y revenir alors qu'Edgar n'a qu'1 an, et 1 an plus tard, sa mère Elisa meurt de ce que l'on suppose aujourd'hui être la tuberculose. Au cas où Edgar et ses 2 frères et sœurs n'auraient pas assez mal commencé leur vie, ils ont été séparés et envoyés dans 3 familles différentes. Vraisemblablement traumatisé, Edgar se retrouve à Richmond, en Virginie, chez le marchand écossais John Allen et sa femme Frances. Il n'a jamais été officiellement adopté, mais les Allen ont fait baptiser Edgar, et c'est là qu'il a acquis le tiers manquant de son nom accrocheur. Les Allen étaient l'une des familles les plus riches de Richmond, et Edgar a reçu une éducation digne de son nouveau statut, y compris un séjour de 5 ans au Royaume-Uni, où il a étudié dans quelques-uns des meilleurs pensionnats du pays. En 1826, il entre à l'Université de Virginie, fondée 7 ans plus tôt par un certain Thomas Jefferson, où il étudie les langues anciennes et modernes. Poe a toujours été un excellent étudiant, mais comme beaucoup de jeunes gens qui vont à l'université pour la première fois, au lieu de se concentrer sur ses études, il décide de devenir complètement fou. En l'espace d'1 an, il a été contraint d'abandonner l'université après avoir accumulé d'importantes dettes de boissons et de jeux. C'était déjà pas mal, mais les choses allaient encore empirer car, comme beaucoup de riches, John Allen détestait l'idée de gaspiller de l'argent.
Afin de s'assurer que son fils adoptif ne puisse pas en gaspiller davantage en perdant ses cartes, Alan a tout simplement fermé le robinet d'argent. C'est pourquoi, à l'âge de 18 ans, Edgar Allan Poe, fauché, a décidé de s'engager dans l'armée. Prenant le stéréotype selon lequel les écrivains sont des types frêles et livresques, Poe s'est engagé dans l'armée comme un canard dans une palanquée. Il franchit rapidement les échelons inférieurs de l'échelle militaire et est finalement sélectionné parmi 500 de ses pairs pour être promu sergent-major, le plus haut grade possible pour un sous-officier. En 1829, il quitte l'armée pour s'inscrire comme cadet à l'Académie militaire des États-Unis, mieux connue sous le nom de West Point. Il y reste moins d'1 an, après avoir réalisé que sa véritable vocation n'était pas la guerre, mais les mots. Plutôt que de démissionner, il a décidé de partir en fanfare en se faisant délibérément passer en cour martiale. La manière exacte dont il s'y est pris fait l'objet d'un débat. Mais la légende veut qu'il ait été renvoyé après s'être présenté, les fesses nues, à un exercice sur le terrain de parade. Malheureusement, cette histoire est probablement apocryphe. La plupart des historiens s'accordent à dire qu'il a simplement ignoré ses devoirs, jusqu'à ce que l'eau et charge n'ait plus d'autre choix que de renvoyer Poe. Sa carrière militaire terminée, il a pris la décision audacieuse de se consacrer à l'écriture à plein temps. Cela peut sembler anodin de nos jours, mais à l'époque, c'était pratiquement du jamais vu. Poe est généralement considéré comme le premier écrivain américain à vivre uniquement de l'écriture. En d'autres termes, il a abandonné une carrière militaire prometteuse pour exercer un métier qui n'existait pas encore. Comme on pouvait s'y attendre, cela ne s'est pas très bien passé. Ce n'est pas qu'il ait eu du mal à trouver des acheteurs pour ses histoires. Ce n'était pas le cas. Le problème, c'est qu'il payait comme si la loi sur les droits d'auteur n'en était qu'à ses balbutiements. En d'autres termes, plutôt que de payer aux écrivains locaux un prix équitable pour leur travail, les magazines américains pouvaient simplement imprimer gratuitement des histoires d'auteurs britanniques. En 1835, alors que ses récits et ses poèmes ne lui permettent pas encore de manger sur la table et encore moins de payer son loyer, Poe trouve un emploi de rédacteur et de critique au Southern Literary Messenger de Richmond. La possibilité de gagner un salaire régulier, bien qu'assez pitoyable, a été un tournant majeur pour la carrière de Poe, ou du moins l'aurait-elle été s'il ne s'était pas fait renvoyer au cours du premier mois pour s'être enivré sur son lieu de travail. Il ne s'est pas laissé abattre par le chômage. Il a mis à profit son nouveau temps libre pour trouver l'amour, et quand je dis amour, je veux dire qu'il a épousé sa cousine de 13 ans. Oui, les heureux cousins, je veux dire le couple, ont été mariés par un pasteur nommé Asa Converse. 1 mois après avoir été renvoyé par le messager, Poe a été réembauché, et cette fois, les choses se sont déroulées beaucoup plus facilement. Non seulement il réussit à faire publier un grand nombre de ses propres histoires et poèmes, mais il commença également à se faire un nom en tant que critique littéraire. Un critique littéraire absolument féroce. Au cours des années suivantes, il a écumé plusieurs publications différentes, écrivant des histoires et des poèmes, et éviscérant généralement le travail de ses collègues pour le plaisir. En 1841, il invente avec désinvolture un genre de fiction entièrement nouveau, en publiant une nouvelle intitulée « Les meurtres de la rue Morgue ». Il s'agit à la fois du premier roman policier moderne et du premier mystère de chambre close, qui met en scène un personnage appelé Auguste Dupin, un détective amateur excentrique mais brillant qui utilise ses capacités d'analyse presque surnaturelles pour résoudre des crimes. Si cela vous semble un peu familier, c'est probablement parce qu'un détective fictif assez célèbre s'est très clairement inspiré de la création de Poe. Sans Dupin, il n'y aurait d'ailleurs pas eu de Sherlock Holmes. On pense que Poe a eu l'idée de Dupin, alors qu'il faisait lui-même un peu de travail de détective, en découvrant l'astuce de l'automate joueur d'échecs connu sous le nom de Turc mécanique. En 1843, Poe a présenté une histoire intitulée « The Gold Bug » à un concours national. Elle remporte le Grand Prix et lui permet d'empocher la coquette somme de $100, probablement plus que ce qu'il n'a jamais reçu pour une seule œuvre. Mais son impact a été bien plus que financier. En fait, on peut dire que The Gold Bug a indirectement contribué à sauver des dizaines, voire des centaines de milliers de vies. Un élément clé de l'intrigue de l'histoire impliquait un véritable cryptogramme qui, une fois résolu, révélait l'emplacement d'un bon vieux trésor enfoui.
La cryptographie n'était pas très connue à l'époque, et dans les décennies qui ont suivi sa publication, The Gold Bug a permis à des dizaines de milliers de jeunes lecteurs de découvrir le concept pour la toute première fois. Parmi eux, Leo Marks et William Friedman, qui ont tous deux lu les histoires de Poe lorsqu'ils étaient enfants et ont trouvé l'idée de la cryptographie si fascinante que, plus tard, ils ont travaillé dans ce domaine. Leo Marks est devenu cryptographe en chef du Special Operations Executive, une organisation secrète à laquelle le général Eisenhower attribue le mérite d'avoir raccourci la Seconde Guerre mondiale d'au moins 3 mois. William Friedman, avec sa femme Elizabeth, est devenu l'un des décrypteurs de code les plus influents de l'histoire en tant que cryptanalyste en chef du Signal Intelligence Service pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces équipes ont cassé de nombreux codes japonais, sauvant ainsi d'innombrables vies. En 1845, le poème désormais légendaire de Poe, le Corbeau, a été publié dans le New York Evening Mirror et a connu un succès immédiat. On dit souvent que Poe est mort sans le sou et dans l'obscurité, mais ce n'est qu'à moitié vrai. Comme la plupart de ses œuvres, il n'a pas gagné beaucoup d'argent avec le Corbeau, qu'il a vendu pour seulement 9 $, mais il a immédiatement touché une corde sensible chez les lecteurs de toute l'Amérique, et d'ailleurs, transformant Poe en un nom familier presque du jour au lendemain. Aujourd'hui encore, le Corbeau reste l'un des poèmes les plus célèbres et les plus appréciés de tous les temps, ainsi que l'une des œuvres littéraires les plus citées et les plus parodiées de l'histoire. Aujourd'hui encore, des références à ce poème emblématique apparaissent un peu partout, des Simpsons à la NHL, de League of Legends à Star Trek. 3 ans après Le Corbeau, Poe a publié un essai intitulé « Eureka ». Il s'agit d'un essai qui s'écarte considérablement de son style habituel et qui traite, entre autres, de ses idées sur la composition de l'univers lui-même. On peut penser qu'il s'agit là d'un domaine d'intérêt assez inhabituel pour un écrivain sans aucune formation scientifique, et de nombreuses personnes à l'époque étaient d'accord avec ce point de vue. En fait, Eureka était si étrange que certains y ont vu une preuve irréfutable que Poe perdait la boule. Ils étaient loin de se douter que, plusieurs décennies après la mort de Poe, Eureka s'avérerait être l'un des essais les plus inattendus et les plus perspicaces jamais écrits. Cela peut sembler une affirmation assez importante, mais voyez par vous-même. Au milieu du XIXe siècle, lorsque Eureka a été écrit, le consensus scientifique écrasant était que l'univers était infini, immuable et éternel. Mais Eureka décrit un univers dynamique, en perpétuel mouvement, né d'une seule particule primordiale qui s'est étendue pour créer toute la matière. En d'autres termes, Edgar Allan Poe a prédit le Big Bang près de 80 ans avant les scientifiques. Dans ce labyrinthe complexe qu'est Eureka se cachent également des allusions à la relation entre l'énergie et la matière, au rôle de la vitesse de la lumière dans l'univers, à l'existence de trous noirs et au concept d'un univers cyclique qui naît et renaît encore et encore. Il faudra attendre des décennies avant que l'une ou l'autre de ces idées n'apparaissent dans la littérature scientifique. Eureka est si remarquable qu'aujourd'hui encore, les chercheurs ne savent pas vraiment quoi en faire. À côté de toutes ces idées brillantes, Poe s'est également trompé à de nombreuses reprises. Mais ce qu'il a réussi à faire est tout simplement incroyable. Les gens normaux ne devraient pas être capables de deviner au hasard les secrets les plus profonds et les plus sombres de l'univers, simplement en réfléchissant un peu lorsqu'ils sont assis sur les toilettes. Eureka s'est avéré être l'une des dernières œuvres majeures de Poe. Le 27 septembre 1849, à l'âge de 40 ans, il monte dans un train à Richmond pour se rendre à New York, où il vit à l'époque. Pendant la semaine qui suivit, personne n'eut la moindre idée de ce qui lui était arrivé, jusqu'à ce qu'il réapparaisse dans le caniveau de Baltimore, quelques jours avant sa mort. Une théorie veut qu'il ait été victime de ce qu'on appelle le cooping, une sorte de fraude politique dans laquelle les victimes étaient kidnappées et forcées de voter pour certains candidats lors d'élections, souvent à plusieurs reprises, tout en portant une variété de déguisements. Cela peut sembler bien mental, mais la cooptation était en fait assez courante à Baltimore à l'époque. Et cela expliquerait au moins certains des détails les plus étranges de l'affaire, comme la raison pour laquelle Poe se trouvait à Baltimore en premier lieu et pourquoi il portait les vêtements de quelqu'un d'autre. De nombreuses victimes de la cooptation étaient battues ou abreuvées d'alcool ou de drogue,
Une combinaison qui pourrait également expliquer le délire apparent de Poe lorsqu'il a été retrouvé, et qui pourrait même être la cause de sa mort. La cooptation est certainement l'une des théories les plus populaires sur la mort et la disparition de Poe. Mais ce n'est pas la seule. Poe a été enterré dans une tombe anonyme dans un cimetière de Baltimore, mais les années passant et sa popularité en tant qu'écrivain ne cessant de croître, il a été décidé qu'il avait besoin d'un lieu de repos plus approprié. En 1875, un monument élégant a été érigé à proximité, et les restes de Poe ont été exhumés afin d'être réinhumés sur le nouveau site. Lorsque le corps a été déplacé, le fossoyeur local a affirmé qu'il pouvait clairement entendre le cerveau de Poe s'agiter à l'intérieur de son crâne. À l'époque, personne n'y a prêté attention. Mais aujourd'hui, nous savons que l'histoire du fossoyeur n'a aucun sens. Il est tout simplement impossible qu'un cerveau humain ait pu survivre 26 ans sur le sol sans se décomposer. Mais si ce n'était pas la matière grise de Poe qui s'agitait dans sa tête, qu'est-ce que c'était? Il est possible que cette petite bosse soit les restes calcifiés d'une tumeur cérébrale. Si c'est vrai, cela pourrait expliquer le comportement étrange et le délire de Poe dans les jours qui ont précédé sa mort. Et cela nous donnerait également une cause claire de décès. Des dizaines d'autres théories ont été avancées au fil des ans, allant de l'empoisonnement au mercure à la rage ou même au meurtre. Mais la vérité est que nous ne saurons probablement jamais avec certitude ce qui a tué Edgar Allan Poe. Et il est peut-être normal que la mort du grand auteur de romans policiers reste à jamais un mystère. Oh, et en parlant de mystère, il est temps que je vous parle de la plus grande coïncidence de l'histoire. Au cours de sa trop courte vie, Poe n'a écrit qu'un seul roman, le récit d'Arthur Gordon Pym de Nantucket. Le livre raconte l'histoire d'un passager clandestin à bord d'un baleinier appelé le Grampus. À un moment donné, le Grampus est gravement endommagé lors d'une violente tempête à laquelle seuls 4 membres de l'équipage survivent. Au cours des semaines suivantes, à la dérive en mer, il commence lentement à succomber à la famine. L'équipage a réussi à remonter quelques provisions des profondeurs inondées du navire, dont une petite tortue, mais ce n'est pas suffisant. Sans terre en vue et sans rien d'autre à manger, ils finissent par se tourner vers le cannibalisme. Ils tirent à la courte paille et le perdant est le plus jeune survivant, un garçon appelé Richard Parker, qui a été tué et mangé par les autres. Le roman a été publié en 1838 et a été un échec retentissant. Mais près de 50 ans plus tard, il s'est passé quelque chose d'incroyablement étrange. En 1884, un yacht appelé la Mignonnette a coulé quelque part au milieu de l'océan Atlantique, comme dans le roman de Poe. 4 hommes ont survécu au naufrage et, comme dans le roman, ils se sont rapidement retrouvés affamés. Par chance, ils ont réussi à attraper une tortue, mais la viande fraîche ne les a pas soutenus très longtemps. Finalement, les survivants sont devenus si désespérés qu'ils ont décidé que l'un d'entre eux devait être sacrifié pour le bien des autres. Et comme dans l'histoire de Poe, c'est le plus jeune membre de l'équipage qui a été choisi et finalement mangé. Plutôt remarquable, non? Mais je sais ce que vous pensez. C'est une coïncidence assez étrange, mais la plus importante de l'histoire. Des dizaines de cas de cannibalisme à bord de navires ont dû être recensés depuis la mort de Poe. Il n'est pas miraculeux que l'un d'entre eux ait impliqué le même nombre de membres d'équipage, une tortue et le plus jeune membre sacrifié. Mais il y a un élément d'information que je ne vous ai pas encore dit, un élément qui transforme cette coïncidence bizarre en quelque chose de plus qu'un peu effrayant. Je ne vous ai pas dit le nom du membre d'équipage qui a été mangé. Comme dans l'histoire de Poe, il s'appelait Richard Parker. Une coïncidence? Presque certainement. Mais quand même, ça fait froid dans le dos, non? Voilà donc la vie bizarre et la mort encore plus étrange d'Edgar Allan Poe. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire.